Le débat de France 24, bienvenue. On va parler aujourd'hui de ce sommet sur l'Ukraine organisé à l'Elysée. Plusieurs annonces à retenir, bien sûr, à commencer par l'envoi d'une mission franco-britannique sur place dans les prochains jours. Des forces de réassurance seraient-elles déployées en cas de paix en Ukraine par plusieurs pays européens? Mais pour Volodymyr Zelensky, il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Alors, est-ce un grand pas réalisé aujourd'hui? Que reste-t-il à faire? Quid également des États-Unis version Trump, alors qu'Emmanuel Macron dit aussi préparer un scénario sans eux? Toutes ces questions et bien d'autres encore, on va tenter d'y répondre avec mes invités. Je vous les présente. Bonjour Elena Voloshin. Bonjour Florent. Grand reporter ici à France 24. Vous êtes notre ancienne correspondante à Moscou et vous êtes l'auteur de Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, paru aux éditions Autrement en octobre dernier. Face à vous, Claude Blanche-Maison. Bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur de France en Russie. Je salue également Jacques Rupnik. Bonjour. Historien, politologue, directeur de recherche émérite aux séries de Sciences Po. Et puis je salue également Benoît Grémard. Bonjour. Chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Voilà pour les présentations. Avant de tous vous donner la parole, on va écouter la déclaration principale, celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Elysée. Nous avons acté que le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Claude Blanche-Maison, on sent bien que le timing, l'histoire s'est accélérée depuis le clash du bureau ovale. Est-ce qu'aujourd'hui les Européens ont fait un grand pas avec ces annonces ? Écoutez, moi j'ai eu l'impression, en effet, en écoutant la conférence de presse du président Macron, que dans le fond, le sort de l'Europe s'était joué ce matin à Paris. Vraiment ? Plus ou moins, parce que d'abord, il y a un accord de tous les participants pour soutenir l'Ukraine et la soutenir militairement, chacun avec ses moyens, mais c'est un accord en tout cas. Deuxièmement, il y a un accord pour continuer à faire la pression sur la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu, le fameux cessez-le-feu proposé par les États-Unis initialement, un cessez-le-feu sans condition. Et il y a également un accord pour maintenir les sanctions, puisque les Russes refusent le cessez-le-feu sans condition et qu'ils imposent toute une série de conditions, notamment les conditions de lever les sanctions. Donc nos sanctions sont maintenues et elles seront maintenues, le président était même plus loin, jusqu'à ce que l'armée russe se retire des zones qu'elle occupe en Ukraine. Donc ça va durer longtemps. Un vœu pieux. Ça veut dire que ça va durer longtemps. Ça veut dire que ça va durer longtemps. Ouais. Bien sûr, dans l'immédiat, bien sûr. Mais ça veut dire que ça va durer longtemps et qu'on n'est pas au basque des Américains dans cette affaire, qui souhaitent en effet l'allègement des sanctions pour pouvoir avoir un cessez-le-feu partiel sur la mer Noire. C'est bien ce qu'on a compris de ce qui s'était passé l'autre jour. Grand pas, du coup, ou pas ? Réalisé par les Européens aujourd'hui. Eh bien, oui, je pense que par ailleurs, il y a ce que vous nous avez passé ce matin. Les représentants des différents gouvernements ont parlé en effet de l'organisation d'une force militaire d'interposition, pas d'interposition, de réassurance. De réassurance selon les mots du président. Et moi, je lui Macron. ségrais beaucoup dans sa conférence de presse d'avoir bien distingué entre cette force de réassurance qui n'était pas faite pour aller au contact des Russes, qui n'était pas faite pour surveiller le cessez-le-feu, avec par ailleurs un autre problème qui n'est pas résolu du tout. Il a dit on étudie les questions juridiques. Qui va surveiller le cessez-le-feu? Ça n'est certainement pas cette force de réassurance. Cette force de réassurance, elle sera autour des grandes villes, de Kiev, d'Odessa, etc. Des bases stratégiques également. Mais bien sûr, des bases stratégiques également. Mais elle n'est pas là pour aller surveiller le cessez-le-feu. Donc il faut imaginer autre chose. Il a dit à l'époque de Minsk, il y avait l'OSCE, mais l'OSCE, il n'a pas commenté. Nous, on sait que l'OSCE, ça n'a pas marché. Il a dit pourquoi pas l'ONU? Pourquoi pas? Ça ne plaît pas aux militaires, mais pourquoi pas? Et puis, il a dit aussi que, en effet, on pouvait avoir une solution ad hoc. Et on voit qu'il a envoyé son ministre, comme par hasard, aujourd'hui, en Chine. Or, les Chinois veulent jouer un rôle. Jacques Rupnik, votre analyse, est-ce que les Européens, ça y est, sont en ordre de marche? C'est un grand pas, un petit pas qui a été réalisé aujourd'hui pour l'Ukraine et l'Europe? En tout cas, c'est un pas important, dans la bonne direction, je dirais. C'est une réaction à ce qui est en train de se passer entre Russes et Américains. Car la négociation a lieu à Riyad, les Européens ne sont pas invités. Ça aurait pu avoir lieu en Europe. Non, c'est en Arabie Saoudite. Donc ça, pour les Européens, que le sort de l'Europe, d'un conflit européen se décide ailleurs par deux puissances
extérieure à l'Europe. Ça, je crois que c'est effectivement dur à encaisser. Il faut comprendre ce que ça signifie sur le plan stratégique. Et c'était la bonne réponse. C'est-à-dire c'était la seule façon de dire voilà ce qui est en train de se passer, mais nous n'acceptons pas un ultimatum qui serait décidé. Nous soutenons l'Ukraine et voilà la façon dont on peut le faire. Donc il y avait à la fois la réponse politique à ce qui est en train de se passer entre Russes et Américains et il y avait en même temps le soutien à l'Ukraine, mais un soutien concret. Ça a été, je pense, un des mérites de cette réunion, c'est qu'on a commencé à rentrer dans les aspects concrets de cette aide. Donc oui, en ce sens-là, c'est très important. Ce qui est aussi, j'ajouterais, ce qui est intéressant, c'est de voir cette coalition qui se dessine. Parce qu'on a parlé de coalition de volontaires, là on parle de coalition d'action, le président Macron a utilisé. Mais on voit bien, les pilotes, c'est Macron et Starmer, donc la France et le Royaume-Uni. Et la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est les deux. Et on disait toujours, quand l'Europe parle de stratégie et de défense, il y a deux pays qui sont des poids lourds en la matière. C'est pas à faire injure aux autres, mais la Grande-Bretagne, bien que non membre de l'Union européenne, retrouve là un terrain de coopération avec l'Union européenne. On voit se dessiner, on l'a vu depuis quelque temps, la Pologne très, très allante sur la question de soutien à l'Ukraine. Elle est en première ligne, on le rappelle. En première ligne. L'Allemagne, avec un nouveau chancelier qui, lui, a dit des choses fortes sur l'idée que l'Europe, oui, doit prendre son destin entre ses mains. On voit les pays nordiques qui font partie de cette coalition, Finlande, Suède, Danemark, Norvège, etc. Donc, on a là, voilà, c'est pas toute l'Union européenne, c'est pas dans l'OTAN, c'est des pays membres de l'OTAN, mais ça va dans la bonne direction. Mais ça va dans la direction qui, je crois, est le seul vrai soutien qu'on pouvait apporter à l'Ukraine aujourd'hui. L'un des buts annoncés de ces forces de réassurance, c'est de dissuader les Russes de réattaquer. Quel est votre sentiment sur cette assertion ? Ça rejoint un petit peu l'analyse en fait qu'a l'Union européenne sur ce qui va se passer dans les 3 à 5 prochaines années relatives en fait à la Russie par rapport à l'Europe. Donc il faut préparer justement l'après-guerre d'Ukraine, mais donner aussi, je dirais, des garanties à l'Ukraine elle-même de pouvoir justement ne pas resubir un nouveau Donbass, une nouvelle Crimée comme en 2014 et 2022. Mais c'est le problème en fait, juridiquement parlant, des assurances de sécurité. Les assurances négatives de sécurité n'ont pas nécessairement fonctionné jusqu'alors. Vous savez, ce sont les assurances en fait entre États nucléaires. Là, c'est pas exactement le cas. Et il ne faut pas oublier que en 2014, avec l'invasion de la Crimée, c'est tous les accords de sécurité dont l'Ukraine bénéficiait depuis 1994, avec les accords de Budapest, qui ont été ventilés, vaporisés en fait via le droit international. Donc, il s'agit à ce moment-là d'assurer à l'Ukraine, je dirais, un autre appui, et c'est là aussi, je pense aussi, tout le côté novateur d'Emmanuel Macron de parler de force de réassurance, c'est que juridiquement parlant, elle n'existe pas encore. Et c'est là où le droit rejoint un peu le poète, c'est que vous avez en fait une invention pour construire un après. Et ça rejoint aussi un petit peu la manœuvre qu'avait fait Vladimir Poutine en 2022 lorsqu'il parlait de l'opération militaire spéciale. Elle n'existait pas juridiquement parlant. Et là, les forces de rassurance, c'est peut-être aussi une réponse peut-être appropriée pour éviter justement que se reproduise à nouveau une nouvelle invasion. Elena, ce qui se joue ici en Europe, à Paris, évidemment, Moscou surveille ça de très près. Oui, bien sûr, c'est évidemment le destin de l'Ukraine. Il y a un rapport de force qui est en train de s'installer et que les Européens acceptent en fait, parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a une concurrence en fait entre l'Europe et les États-Unis sur qui sera finalement le faiseur de paix en Ukraine. On a d'un côté les Russes qui considèrent clairement aujourd'hui les Américains comme un allié. On l'a entendu tout à l'heure dans Vue de Russie. Il y en a qui vont jusqu'à fantasmer que peut-être il y aurait un groupe opérationnel au Pentagone si jamais l'Ukraine violait un cessez-le-feu pour des frappes américaines sur l'Ukraine. Enfin, ça va très très loin. Évidemment, c'est du fantasme propagandiste, mais au-delà de ça, il y a une réalité qui est que, en fait, aujourd'hui, idéologiquement, du point de vue des intérêts aussi économiques du côté de Donald Trump et politiques du côté de Vladimir Poutine, il y a une vraie stratégie, il y a un rapprochement apparemment parmi les Américains d'une certaine frange de l'opposition ukrainienne. Enfin, il y a une stratégie de destitution du président Volodymyr Zelensky. Il y a ce que les Ukrainiens appellent une velléité de faire la paix en Ukraine sans l'Ukraine, du moins pas dans son état actuel de pays qui aspire à un avenir européen démocratique. Et donc il y a un Donald Trump qui pose sans cesse des conditions
économique, exploiter les centrales nucléaires, obtenir les terres rares avec pour seule garantie de sécurité le respect qu'aurait Vladimir Poutine pour sa personne. Et de l'autre côté, vous avez les Européens qui ne posent qui n'ont jamais posé d'ailleurs, mais qui ne posent aucune condition, qui veulent reprendre les rênes de ce processus, aider l'Ukraine, mais comment en fait et jusqu'où? Parce qu'évidemment, ce sera de savoir jusqu'à quel point les Européens acceptent le rapport de force, non pas seulement avec la Russie, mais aussi potentiellement avec les États-Unis, parce qu'on a vu à quel point Donald Trump tient à être celui qui signera cet accord de paix. Et clairement, les conditions qui sont acceptables aux yeux des Européens, du moins dans l'état que l'on a vu aujourd'hui à Paris, parce que pas tous les Européens aussi, il faut le rappeler, mais qui disent, voilà, les garanties de sécurité pour l'Ukraine, le renforcement de l'aide militaire, effectivement une force de maintien de la paix si jamais une trêve est signée. Par ailleurs, je tiens à dire aussi, avec l'expérience de la première guerre de l'Ukraine, que jamais la présence, que ce soit d'observateurs occidentaux ou quoi que ce soit, ou de membres de l'OSCE, n'a empêcher aucune frappe. Ça, on l'a observé sur le terrain dans le Donbass. C'est clairement une chimère que de penser que parce qu'il y aurait des Américains ou des Européens sur le terrain, ça empêcherait les Russes de frapper quoi que ce soit. On s'est longtemps demandé qui pourrait prendre la tête d'une éventuelle coalition. Finalement, ce sont les Français et les Britanniques. C'est évidemment pas un hasard que ce soit deux puissances nucléaires. Oui, tout à fait. Probablement que l'Allemagne et la Pologne joueront un rôle aussi, mais eux ne veulent pas aller sur le terrain ukrainien, ils l'ont dit, donc ils ont un rôle différent. Et puis la France et la Grande-Bretagne sont quand même demande permanente du Conseil de sécurité dotées de l'arme nucléaire, donc d'une essence différente. Et c'est là qu'on voit que ça change en effet la donne. Et c'est pour ça que Macron a pu finalement prendre un leadership assez facilement au sein de l'Union européenne dans les circonstances actuelles. Ce que je voulais dire sur un point, c'est en effet, l'Europe est triste de ne pas être à la table de négociation, mais ce matin, elle a signifié à M. Trump qu'en réalité, elle y est virtuellement, puisqu'elle dit non à l'allègement des sanctions de la Russie. Par conséquent, ça va capoter toute la négociation entre les Américains et les Russes, puisque les Russes l'ont conditionné par la levée des sanctions. Eh bien, nous avons dit ce matin, on lèvera pas du tout les sanctions, au contraire, il faut... Sanctions sur le secteur agricole, on le précise dans un premier temps. Mais agricole au sens large, parce que c'est les agricultures et les engrais, plus les banques qui s'occupent d'agriculture, qui financent l'agriculture en Russie, plus les assurances qui financent le transport des barges pour les grains. Donc ça fait beaucoup de choses. Et pour nous, il est exclu de lever ces sanctions. Donc virtuellement, nous sommes dans la négociation, puisque nous avons mis le pied dans la porte et que nous empêchons cet accord scélérat, en quelque sorte, de se faire. Et le mot le plus important de votre phrase, c'est peut-être virtuellement. Virtuellement. Mais il y a aussi, on y est d'une autre manière, virtuellement, c'est qu'il est clair qu'à chaque fois qu'on le peut, et on l'a vu encore ce matin, on rappelle que nous sommes attachés au principe du droit international, notamment à l'intégrité territoriale, au respect de l'intégrité territoriale, on le rappelle tout le temps, et ça, M. Trump s'en moque éperdument, puisque pour lui, le droit international n'existe pas, ce qui compte, c'est les rapports de force. Et donc, le droit international, c'est un élément tout à fait accessoire. On rappelle ça, ça veut dire une chose très précise, c'est que si par hasard il signait un accord de cessez-le-feu avec Poutine, si on ne sait jamais ce qui peut se produire. Poutine peut avoir envie d'une rencontre en tête-à-tête avec Trump et il signerait un cessez-le-feu de quelques jours, peut-être de 30 jours. Trump qui en a envie de cette entrevue. Eh bien, simplement, on ne sera pas d'accord parce qu'on ne sera absolument pas d'accord avec les termes de cessez-le-feu. On ne signera pas l'accord parce que dedans, il n'y aura pas le respect du droit international et notamment de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et qu'il y aura la levée des sanctions et que nous ne lèverons pas les sanctions. Donc nous sommes partis à cette négociation, que Trump le veuille ou non. Sur ce commandement bicéphale franco-britannique, ça peut marcher? Ou il faut un seul leader unique et politique? Non, ça peut marcher parce que ça s'est déjà vu notamment dans le passé. Mais le but, en fait, c'est d'être cohérent sur les objectifs communs, mais surtout sur le soutien apporté à l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine, souverainement, décide d'arrêter les hostilités en fait, avec la Russie, l'Europe pourra très bien en fait, parler d'une seule et même voix. Si l'Ukraine en fait, ne suit pas dans ce combat par rapport à son destin, l'Europe n'aura pas le droit d'intervenir, ce serait de l'ingérence humanitaire, et qui n'est pas du tout encadré par le droit international. La priorité, c'est quoi? Ce sont ces troupes étrangères qui arrivent en Ukraine ou c'est le renforcement de l'armée ukrainienne elle-même? Alors, le renforcement de l'armée ukrainienne, ça, je crois que c'est la priorité. Avec les moyens, bien sûr. Alors, ça a été énuméré, tout ce qui peut être fourni, les missiles, les tanks, etc. Mais aussi c'est côté français et britannique, envoyer des militaires pour assister, former, etc. Donc, ça, être sur le terrain. Donc, ça, c'est déjà un premier pas dans cette direction. Ça, c'est le plus important. Aider les Ukrainiens
à se défendre. Et puis il y a le deuxième pas, c'est que faire au moment où, disons, un cessez-le-feu, une trêve sera annoncée. Et à ce moment-là, la première chose que les Ukrainiens, qui ne sont même pas invités à cette négociation, demanderont, c'est des garanties. Qui va les fournir? Pas les États-Unis, puisqu'ils sont en train de nous montrer qu'ils sont d'abord préoccupés par une bonne relation avec Poutine. Donc, à ce moment-là, c'est là où les Européens peuvent jouer un rôle non négligeable. C'était ça le sens de la visite de Zelensky à Paris. Et donc ça, je pense, quand on mesure le chemin parcouru, surtout côté français, en 3 ans, hein, si on prend... Il y a 3 ans, il y avait les coups de fil du président français à Poutine pour essayer de le dissuader. Aujourd'hui, c'est la France qui est en quelque sorte leader d'une coalition de pays pour résister à Poutine et pour aider l'Ukraine. Donc ça, c'est important. Je crois aussi, ce qui est très important à souligner, c'est nous avons affaire non seulement à une agression russe en Ukraine, donc le problème de la Russie et de sa menace qu'elle peut représenter pour la Russie, mais nous avons aussi une nouvelle donne à Washington. Et ça change complètement la situation par rapport à l'administration précédente. C'est vraiment nouveau. On voit bien que les thèmes que le négociateur américain voulait discuter avec les Russes à Moscou, ce n'était pas seulement l'Ukraine, mais il y avait toute une série d'autres questions réhabilitant en quelque sorte la Russie dans l'arène internationale. C'était le paria de la scène internationale depuis le début de la guerre. Là, les États-Unis sont en train d'envisager une relation. Et ça, c'est nouveau pour les Européens. Parce que ce qu'a dit Zelensky hier, l'ambition, ce que les Russes recherchent, c'est de diviser les Européens et de séparer les Européens et les Américains. Mais j'allais dire, ça me rappelle des souvenirs. À l'époque de la guerre froide, on disait toujours le découplage entre l'Europe et les États-Unis. C'était le but de la politique soviétique. On a un remake de cela. Mais alors cette fois-ci, avec la complaisance des États-Unis qui se prêtent à ce jeu. C'est ça, je crois, la nouveauté. C'est pas que les Russes veulent le découplage, mais c'est que les Américains s'y prêtent. Elena Volchyn, je vous voyais réagir. Oui, moi je pense que malheureusement, évidemment, ça soulève de l'optimisme. Hein, ça y est, enfin, les Européens se réveillent et tout, mais le rapport de force n'est clairement pas en la faveur des démocraties, j'allais dire, et du coup de l'Ukraine, parce que les Ukrainiens, à la base, disent on ne croit pas à un cessez-le-feu. Parce qu'on traite souvent ceux qui veulent vaincre Vladimir Poutine et donc continuer le combat de va-t-en-guerre, mais ce serait à dire que ce sont les Ukrainiens, en fait, qui sont va-t-en-guerre, parce que les Ukrainiens ne croient pas du tout à une trêve en l'état. Ils en savent quelque chose. Et ils en savent quelque chose avec les frontières actuelles. C'est-à-dire que moi, de ce que j'ai observé, de ce que je connais de ces deux pays et de ce conflit, malheureusement, la trêve, c'est très bien, ça sera très bien sur le papier, mais ça n'empêchera pas Vladimir Poutine de réattaquer. Tant que Vladimir Poutine n'est pas défait militairement, il va continuer à vouloir avancer. Il y a clairement et nettement un programme de changement politique en Ukraine. Ce n'est pas à dire qu'il veuille annexer militairement toute l'Ukraine, comme il a tenté de le faire, du moins jusqu'au Dniepr et en allant jusqu'à Kiev au début de la guerre. Mais il y a un programme qui est d'occuper, au moins aux yeux de sa population, il doit le faire, les 4 régions ukrainiennes qu'il a déclarées comme annexées dans l'intégralité de leurs frontières administratives telles qu'elles sont inscrites sur la carte de l'Ukraine, et la volonté d'un remplacement politique à Kiev. Et ça, à l'heure actuelle, ce n'est pas acté. Alors ce n'est pas pour rien qu'un Steve Witkoff rappelle qu'il faudrait des élections, qu'un Donald Trump traite Volodymyr Zelensky de dictateur. Voilà, on n'y est pas encore, donc je pense qu'en ces termes-là, une trêve, c'est très bien, ça nous fait rêver parce qu'on se dit enfin la fin de la guerre, enfin ce sera la fin des victimes. Et oui, évidemment, on n'est pas pour qu'il y ait plus de morts chaque jour. Mais malheureusement, moi je suis assez pessimiste. Et évidemment, on réagit, mais on réagit beaucoup trop tard dans ce conflit. Alors que faire? Je n'ai pas les solutions, mais en tout cas, je ne crois pas que Vladimir Poutine va s'arrêter là et que cette trêve miraculeuse, quel qu'en soit le faiseur, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, va en fait avoir une grande différence par rapport à qui la signera. Et en même temps, sans le soutien des Américains, les Russes ne seront jamais défaits sur le terrain militaire. Alors je crois que le défi qui se pose à nous maintenant, qui se pose à l'Europe, c'est qu'il faut absolument en effet arrêter Poutine. Mais comment? Et il faut l'arrêter en Ukraine, là où il est. Et comment? Tout en gardant le principe d'un jour le retour à l'intégrité territoriale
dans les termes d'un éventuel accord. Il ne faut jamais oublier qu'il y a le temps long aussi qui joue pour Vladimir Poutine. La meilleure armée, jusqu'au 2036. La meilleure armée d'Europe actuellement, comme ils le disent eux-mêmes, comme Zelensky l'a dit, c'est l'armée ukrainienne. Puis ça fait 3 ans qu'ils se battent. Ils ont inventé des trucs auxquels on n'avait jamais pensé, auxquels nos militaires n'avaient jamais pensé. Des drones navals qui permettent de shooter des navires en mer Noire. Quand même, un tiers de la flotte russe sur mer Noire a sombré, a été détruite par des moyens construits par les ingénieurs ukrainiens. Donc, il a bien dit, Zelensky, hier soir, dans son interview, il a dit, mais la meilleure armée actuellement et la plus entraînée en Europe, c'est l'Ukraine. Donc, utilisez-nous. On veut rentrer dans votre alliance parce qu'on est les plus combatifs. Et en même temps, on a inventé des armes que vous n'avez pas su inventer. Les drones navals, par exemple, ça n'existe pas chez nous. Et puis toutes les sortes de drones, puisque je crois que là, maintenant, on fabrique dans les garages divers et variés en Ukraine des millions de drones par an. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. On fabrique des trucs très sophistiqués, qui coûtent très cher, en effet, mais qui sont très difficiles à utiliser et qu'on a en faible quantité parce qu'on a des contraintes budgétaires. Donc on a besoin de l'Ukraine en réalité. Nos militaires ont besoin des militaires et du sens de l'innovation et de la mobilité des Ukrainiens. Et ça, c'était le discours de Zelensky hier soir et je crois qu'il a totalement raison. Et il le dit, l'Europe doit encore prouver qu'elle peut se défendre, signe de tout le chemin qu'il reste à faire. L'Europe de la défense n'existe pas, elle est peut-être en train de se faire. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines après des décennies de parapluie américain. Ce qui existait jusqu'à maintenant, ça existe toujours formellement, c'est l'OTAN. C'est ça mais qui est dévitalisé par les propos qui sortent du bureau ovale. Absolument. Donc vous avez quand même une grande majorité des pays européens qui ont toujours considéré que l'OTAN était l'alpha et l'oméga de leur sécurité et de leur défense, et que pour cette raison... Pourquoi ? Parce que justement, il y avait la garantie américaine, c'était ça la raison d'être. C'est les pays d'Europe de l'Est, mais pas seulement, l'Allemagne, la Hollande, enfin la liste est longue, la majorité des pays de l'Union européenne pensaient comme ça. Donc le choc de ce qui est en train de se passer, pas seulement le choc Poutine, mais le choc Trump, est considérable. On est entré dans une nouvelle ère. On est entré dans une nouvelle ère. Donc même ceux qui pensaient comme ça, soudain, considèrent que ce que Macron disait sur l'autonomie stratégique, il y a peut-être quelque chose à explorer. Et alors ensuite, coalition des volontaires ou coalition d'action, comme il l'a dit hier, ça, soudain, ça devient le moment où une Europe de la défense est en train de se construire à travers l'aide à l'Ukraine. Donc ça, c'est nouveau, c'est le catalyseur de quelque chose de nouveau et d'important. Et ça ne se fera pas contre l'OTAN, c'est au sein de l'OTAN. Mais je me souviens des discussions autrefois sur le pilier européen de l'OTAN. Et beaucoup s'en méfiaient, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une lubie française, etc. Non, c'est en train de se réaliser maintenant. Et en même temps, est-ce que Vladimir Poutine, il sait que ça va prendre du temps, cette défense stratégique européenne? Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à pousser son avantage, justement, bientôt, avant que tout cela se mette en place? Bien sûr, oui, il a tout à fait intérêt à jouer la montre parce qu'il est en position justement d'avantage, à la fois donc dans l'acquisition territoriale réussie en Ukraine, mais aussi également dans la mise en place d'une économie de guerre chez lui, qui a mis du temps, qui a mobilisé à la fois la totalité des ressources vers un objectif concret de production de masse. Mais la Russie est en économie de guerre, ce que n'est pas l'Europe. Exactement, c'est pour ça qu'il a un coup d'avance. Malgré les propos volontaristes. Il a effectivement ce coup d'avance sur l'échiquier, mais l'Europe dispose elle-même en fait de ressources en population, de ressources monétaires, de ressources financières, de ressources d'industrie. Donc elle est aussi tout à fait capable, pour reprendre justement les mots que 450 millions d'Européens doivent quand même assurer leur défense par rapport à 150 millions de Russes, on va dire statistiquement parlant, c'est quand même faisable, oui. Pour poursuivre sur l'éventuelle arrivée de troupes étrangères en Ukraine, on sait que vous suivez évidemment sur France 24 beaucoup les propagandistes russes, on imagine que c'est du pain béni pour eux, ils peuvent se dire finalement tout le monde est contre nous, ça valide un petit peu leur narratif? Oui, ça le valide, mais ça le valide depuis longtemps en réalité, donc j'ai envie de dire à ce stade, ça ne change pas grand-chose, c'est plus, je le disais, moi je remarque plus le déplacement du centre de gravité, de la diabolisation de
l'ennemi, qui est passé, bon alors évidemment les Ukrainiens toujours, mais en fait ils ont exactement le même discours aujourd'hui vis-à-vis des Européens et notamment d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer qu'ils avaient il y a quelques mois contre l'administration Biden, à savoir ils veulent faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Vous disiez, ils disent utilisez-nous, c'est ça aussi le discours russe, c'est-à-dire ils disent voilà, les Occidentaux veulent utiliser l'Ukraine comme une arme dirigée contre la Russie, comme à l'époque Staline pouvait dire les Français et les Britanniques veulent utiliser l'Allemagne contre une arme contre l'URSS, voilà, en diabolisant tout le bloc. On est un peu dans la propagande qui est de cet ordre-là. Et donc Emmanuel Macron souhaite un soutien américain à ce déploiement européen, mais il le dit, il prépare aussi un scénario sans Washington. Je ne sais pas si on peut écouter en régie l'extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron à ce sujet précis. On ne peut pas dire, si les Américains ne se joignaient pas, alors on ne ferait rien. Parce que ça signifierait qu'il n'y a pas de paix solide et durable en Europe et pour les Européens sans les Américains. Non. Et donc c'est aussi pour cela que je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines, nous sommes à un moment décisif de l'histoire où il nous faut, pour la première fois depuis très longtemps dans nos discussions, nous préparer à un scénario qui est possible, qui n'est pas celui qu'on souhaite, mais qui est de devoir totalement agir seul pour nous-mêmes. Ça s'appelle la sortie de l'état de minorité géopolitique. C'est une bonne chose pour l'Europe. Intéressante cette expression. Oui, nous devenons adultes. L'Europe devient adulte avec son autonomie stratégique. En effet, c'est un vieux thème français que maintenant plus personne ne conteste. Les Allemands, le futur chancelier, M. Merz, a repris ça totalement à son compte. Ça fait combien de temps que la France tient un discours justement sur l'autonomie stratégique? Ça fait très longtemps. Plusieurs décennies, 30 ans. Ça remonte au général de Gaulle en réalité. Un général de Gaulle. Oui, tout à fait. Bon, bien sûr, et le général de Gaulle, lui, avait été jusqu'à sortir de l'organisation militaire de l'OTAN et à dire on ne veut plus de base américaine en France. Et effectivement, en 1966, ça a été un coup de tonnerre à Washington. Ce que je voulais dire sur les délais, puisque tout à l'heure, à l'instant, vous en parliez, vous disiez Poutine, dans le fond, aurait intérêt à attaquer tout de suite au maximum, puisque nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Oui, enfin, s'il le pouvait. Parce que moi, je constate que ça fait des semaines et des mois qu'on me dit que Pokrovsk va tomber, et Pokrovsk n'est toujours pas tombé. Ça fait depuis le mois d'août que des troupes ukrainiennes sont sur le terrain russe, la terre sacrée de la Russie, dans la province de Koursk. Et les Russes ont été jusqu'aujourd'hui incapables de les repousser. Alors, ils y arrivent, bien entendu, avec le temps, avec le concours des Coréens du Nord. Ils sont obligés d'aller chercher des Coréens du Nord pour repousser les Ukrainiens au-delà de la frontière. Donc, ça prouve que l'armée russe n'est pas si efficace que ça. Bien sûr, elle a des armes terribles. Elle a des armes qui pourraient détruire la planète. Mais ces armes sont inutilisables, puisque si elle les utilisait, le lendemain, pas le lendemain, 2 heures plus tard, le Kremlin serait détruit. Par conséquent, il y a neutralisation sur les armes nucléaires, et c'est une guerre, en effet, avec des moyens conventionnels de très forte intensité, à laquelle nous n'étions pas préparés, et à laquelle nous sommes maintenant préparés. Et c'est une guerre dans laquelle on a l'impression que les deux camps ne jouent pas la même partition. On sent un camp russe totalement désinhibé, quand les Européens, eux, ils vont à tâtons. Oui, et les Américains sont même plus désinhibés que les Russes. Moi, je n'ai pas vu des Russes aller jusqu'à dire qu'il y avait un crash d'avions et d'hélicoptères parce qu'il y avait des handicapés dans les tours de contrôle à cause des politiques d'inclusion. Donc les Américains ont tendance à dépasser les Russes dans la depuis le 20 janvier dernier en tout cas. Ouais. Jacques Rupnik, un commentaire sur ce qui vient d'être dit, sur les propos d'Emmanuel Macron? Oui, je dirais... Sorti de la minorité géopolitique. Oui, c'est ça. C'est exactement ce à quoi nous assistons. Les Européens, même ceux qui disaient notre garantie de sécurité, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, etc. Eux, ceux qui voulaient justement... Et ça allait très loin, parce que ce n'est pas seulement un article de foi. Non, c'est un article qu'on va acheter parce qu'ils dépensaient l'essentiel de leurs dépenses militaires en achetant de l'armement américain, des avions américains, etc. Pourquoi ? Pas parce qu'ils pensaient qu'ils étaient nécessairement supérieurs, mais c'est parce que c'était considéré comme un investissement dans leur propre sécurité. Tout ça, aujourd'hui, vole en éclats. Alors, c'est là où, quand le président Macron, en 2017, autonomie stratégique, tout le monde s'en méfie. Aujourd'hui, c'est repris, mais vous avez raison, on peut, côté français, on peut retracer l'origine à De Gaulle. Mais De Gaulle, c'était une souveraineté française avant tout, par rapport à l'OTAN, par rapport aux États-Unis. Et non pas européenne. Voilà, ce que propose Macron, c'est de eurogaullisme. C'est quelque chose qui
concerne une souveraineté européenne. Plein de néologismes aujourd'hui, finalement. Oui, je crois, voilà, parce que puisque vous avez fait référence à De Gaulle, oui, là, mais c'est autre chose. Donc ce n'est plus la France qui se replie ou qui se retire de l'OTAN. Non, c'est la France qui dit, d'ailleurs même le président a dit, ce n'est pas l'option que nous souhaitions le faire avec les États-Unis. Puisque les États-Unis ne sont pas là, nous devons prendre notre destin entre nos mains. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est un message que la majorité des Européens entend. Il y a des exceptions, il ne faut pas les oublier complètement. Viktor Orban, Fico, il y a un certain nombre de gouvernements qu'on pourrait appeler les Trumpistes européens. Et il y a dans la politique européenne un courant trumpiste. Les gens qui considèrent que ce que fait Trump à l'intérieur aux États-Unis, ça leur conviendrait assez. La démocratie illibérale, en gros, on bafoue la séparation des pouvoirs et des choses comme ça. Et d'autre part, l'idée que l'arrangement avec la Russie, c'était ce qu'il disait depuis toujours. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Donc, vaut mieux cesser l'aide à l'Ukraine et il faudra qu'on s'accommode de ce que souhaitera Poutine. Bon, soudain, ces gens-là, Orban et quelques autres, trouvent avec Trump au pouvoir, qui négocie directement avec la Russie, nous avions en quelque sorte, nous étions des précurseurs. La réponse de ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, c'était la réponse à Trump et à Poutine, mais c'était aussi la réponse à ceux des Européens, les Trumpistes européens, qui, eux, jouaient cette carte-là, cette carte de l'apaisement de Poutine. Un commentaire. Vous parliez de désinhibition, il y a celle de la parole, mais il y a aussi celle des actes. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles une trêve en l'état peut être défavorable à l'Ukraine, parce qu'on entre dans cette période extrêmement sensible où un cessez-le-feu est signé. Vous avez une partie qui s'efforce de le respecter. Vous avez la Russie qui ne cesse de le violer, on l'a vu pendant la première guerre d'Ukraine, et qui ne cesse d'accuser, même à titre préventif, l'Ukraine de violer le cessez-le-feu. Donc aux yeux des opinions publiques, et on voit à quel point les récits forgent aussi cette guerre et influencent son cours, puisque le but de Vladimir Poutine, on le disait, est aussi politique. C'est le retournement des opinions publiques occidentales. C'est comme ça qu'un Donald Trump arrive au pouvoir et qu'il y a de plus en plus de gouvernements qui finissent finalement par virer à l'extrême droite au sein de l'Europe. C'est aussi le programme de Vladimir Poutine. Donc ça va être de progressivement, sans cesse, provoquer la violation de la trêve, d'accuser systématiquement les Ukrainiens. Et on entre en fait dans cette période où il va être impossible de démontrer que les Russes mentent, que ce n'est pas l'Ukraine qui viole le cessez-le-feu, parce qu'il n'y a rien de plus difficile dans une couverture d'un conflit pour un journaliste que de dire qui est en train de tirer et qui tire le premier. Ça a été l'un des premiers points avancés par Vladimir Poutine dans sa conférence de presse lorsqu'il a répondu à la proposition américaine de cessez-le-feu. Exactement. Et c'est aussi parce que les Ukrainiens ont failli à démontrer que leur pays avait été agressé pendant 8 ans par la Russie entre 2014 et 2022, que le soutien européen n'a jamais été à la hauteur. En tout cas, moi, je le lis comme ça. Et je pense que, malheureusement, lorsqu'on entre dans cette période où on met dos à dos, comme l'a fait Donald Trump, l'Ukraine et la Russie, et lorsqu'en plus cela se confirme par cette espèce d'entre-deux où c'est version contre version et on ne sait pas finalement qui est coupable de violer une trêve, ça devient extrêmement compliqué ensuite de faire durer le soutien dans la durée, justement, par définition. Vous souscrivez à cette analyse, un cessez-le-feu n'est pas forcément favorable à l'Ukraine, en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rejouer les accords de Minsk de 2015, qui finalement n'ont pas été respectés de part en part au niveau du cessez-le-feu et qui n'ont pas empêché après la suite du déroulé. Il faut aussi regarder la géographie. Quand vous observez la géographie d'un État et d'un conflit, vous pouvez après imaginer la suite. Quelle sera la prochaine étape? Peut-être la frontière du Dniepr. C'est-à-dire que si Vladimir Poutine n'est pas arrêté ou du moins ralenti dans sa progression, qu'est-ce qui fera qu'il embrayera en fait sur une nouvelle marche? Là, il n'y a rien qui le bloque en l'état. Oui, alors je dirais d'autant plus que le cessez-le-feu global a été écarté par Poutine. On travaille sur des cessez-le-feu partiels, sectoriels. Et comme par hasard, on choisit les deux secteurs où ça avantage la Russie. Parce que Poutine ne supportait plus que les armes ukrainiennes fabriquées par les Ukrainiens détruisent des raffineries sur le sol russe ou des stocks d'essence destinés aux bombardiers. Il ne supportait plus du tout, donc il voulait que ça s'arrête. Et d'ailleurs, ils avaient commencé à faire une négociation sur une trêve de ce type, sur les installations énergétiques, au mois de juillet de l'année dernière. Ça s'est arrêté à cause de l'invasion de Koursk. Et puis la mer Noire
dans le fond, la mer Noire, actuellement, la situation actuelle convient tout à fait aux Ukrainiens, puisqu'ils exportent tranquillement leur blé en passant par un couloir sécurisé le long de la Roumanie et de la Bulgarie, ensuite pris en main par les Turcs, et puis qu'ils ont coulé, encore une fois, une bonne partie de la flotte russe qui n'ose plus naviguer librement. Elle est obligée de se réfugier, non pas à Sébastopol, mais au-delà de Sébastopol, dans des ports plus à l'est, parce qu'elle craint, en effet, les nouvelles armes ukrainiennes. Donc, c'est dans le fond une concession énorme que Zelensky a fait à Trump en disant bon puisqu'ils veulent pas d'un cessez-le-feu global, négocions de cessez-le-feu partiel et sectoriel. Mais c'est pas l'avantage de l'Ukraine, bien entendu. Volodymyr Zelensky qui dit qu'il est prêt à la paix sous toutes ses formes, c'est-à-dire que lui, pour le coup, c'est inconditionnel. Oui, enfin sous toutes ses formes, mais pas sous toutes les conditions. Il n'a pas dit tous les formats de discussion. Tous les formats de discussion. Non, il n'a pas dit la paix sous toutes ses formes. Tous les formats de discussion. Tous les formats de discussion, bien sûr. Dans sa situation, il n'a pas d'autre choix que de dire ça. Non, la grande difficulté, une fois que vous avez une trêve ou on va vers un cessez-le-feu, vous avez une ligne de démarcation qui est là pour, en quelque sorte, surveiller le respect. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est ce qu'on disait avant. Et il n'y a pas beaucoup. Alors, puisque Poutine met des tas de conditions, ça ne peut pas être des pays membres de l'OTAN, ça peut pas être... Ça laisse peu de choix. Alors, il y a la seule institution dont les Russes font encore partie en Europe qui concerne la sécurité européenne, c'est l'OSCE, mais qui n'a pas eu des résultats brillants en 2014 après les accords de Minsk. Donc il faudrait que ce soit, j'allais dire, c'est pas seulement rejouer Minsk, il faudrait que l'OSCE... voilà. Et il y a aussi la formule, on dit, avec des troupes de maintien de la paix de l'ONU, avec un mandat de l'ONU. Mais qui donnera le mandat de l'ONU quand on sait que le Conseil... Ce serait par définition un cas où il y aurait eu une négociation de cessez-le-feu entre les États-Unis et la Russie. Donc la Russie ne pourrait pas mettre un veto. Et par conséquent, la Chine ne mettrait pas de veto, d'autant plus qu'elle veut faire partie de ce processus de cessez-le-feu. Et moi, je pense qu'on s'achemine très lentement, de façon tout à fait subrepticement, vers une solution de ce type. Et quand Macron dit on est en train de réfléchir à une formule juridique, parce qu'en effet, jusqu'à présent, personne n'ose dire quoi que ce soit sur qui surveillera le cessez-le-feu, bien sûr, ça ne peut pas être l'OSCE, puisque c'est un échec total. Mais ça peut être qui? Ça ne peut pas être des pays de l'OTAN. Il faut savoir qui a envie aussi. Ça ne peut pas être des pays qui sont les alliés de la Russie. Eh ben, ça va être des pays qui sont ni des pays de l'OTAN, ni des pays alliés de la Russie. La Chine... peut-être, en tout cas l'Inde, plus vraisemblablement que la Chine, peut-être le Brésil, peut-être d'autres, sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité à laquelle personne ne pourra poser un veto à partir du moment, puisque c'est l'hypothèse de départ, où il y aura un cessez-le-feu négocié entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, ça révulse beaucoup de monde, parce qu'on n'aime pas l'ONU, c'est traditionnel, on dit mais l'ONU, ça ne sert plus à rien, regardez ce qui se passe au Liban, la finule, etc. Sauf que dans le dernier cessez-le-feu au sud-Liban, on a utilisé la finule. Ça a servi la finule. Et je ne vois pas beaucoup d'autres solutions, en réalité. C'est très différent des troupes de réassurance de la sécurité de l'Ukraine. C'est le problème de la surveillance technique du cessez-le-feu sur la ligne de cessez-le-feu. Benoît Gramard. Oui, absolument, dans l'idée où il faut aussi éviter en fait que les choses se reproduisent. Et c'est la question aussi de la légitimité de l'observateur, du surveillant. Effectivement, les troupes de maintien de la paix ne peuvent pas bénéficier en fait d'un mandat international de l'ONU pour pouvoir agir. Donc il s'agit en fait de trouver autre chose. Les troupes de réassurance, le cadre reste à définir. Après, tout est possible, mais elles vont être face en fait à un encadrement. Enfin, elles vont devoir nécessiter un encadrement juridique qui reste à écrire rapidement. Et vous savez que le droit en fait met beaucoup de temps avant de s'écrire. On en a parlé au début de cette émission. Les alliés de l'Ukraine ont acté de manière unanime qu'il ne fallait pas lever les sanctions contre Moscou. En tout cas, dans un premier temps, Emmanuel Macron l'évoquait encore hier. C'est envisageable, peut-être dans quelques mois. Tout est envisageable, mais ça dépendra justement de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cesser le feu, oui, à quelles conditions, est-il respecté, etc. Donc je pense que ce qui est le problème avec la démarche de l'administration Trump, c'est que vous engagez une négociation et avant de l'engager, vous avez concédé tous les points essentiels. Et donc, et sur le fait qu'il y a le territoire qui est déjà occupé, reste occupé, et sur, voilà, il y a toute une série, sur le fait qu'il ne faudrait pas de pays membres de l'OTAN pour surveiller ce cessez-le-feu, etc.
vous avez concédé ça avant de commencer la négociation. Ensuite, vous commencez la négociation et vous vous étonnez que Poutine dise « Oui, mais alors moi aussi, j'ai une condition en plus qui est celle de lever des sanctions. » Donc, je crois que pour les Européens, c'est d'abord rejeter cette démarche-là. On ne concède rien avant d'avoir constaté dans les faits un cessez-le-feu réel. Et puis, deuxièmement, les Européens ont eu des lectures parfois différentes du conflit, mais ils étaient unis sur une force, sur une chose qui était les sanctions communes, la démarche commune, soutien à l'Ukraine et sanctions. Là, il y avait un consensus. Même il y avait des réticences. Orban s'abstenait parfois, etc. Mais au fond, ça a été maintenu. Et donc, commencer à dire maintenant, oui, mais on va lever certaines sanctions et pas d'autres, etc. Là, je pense que c'est la voie vers la division européenne. Sur les plateaux de télé russes, on en parle beaucoup de cette levée des sanctions éventuelle ? Oui, on parle du grand bouleversement. Hein. Ça y est, la Russie est revenue sur la scène internationale. Il y a le monde multipolaire que la Russie, on en est à des prédictions prophétiques quasiment. Donc oui, on parle déjà du retour des grandes marques occidentales qui vont se réinstaller, et notamment américaines, qui vont se réinstaller en Russie, parce qu'on rappelle quand même que la Russie a été débranchée du système SWIFT, qu'il y a énormément de grandes enseignes qui ont quitté la Russie au lendemain de l'invasion à grande échelle. Oui, on est en train de... En fait, la Russie est en train de gagner son économie tout ce qu'elle avait voulu, tout en ayant envahi l'Ukraine. En fait. Son économie est évidemment touchée par ces sanctions, mais elle n'est pas à terre aujourd'hui. Elle n'est pas du tout à terre, parce que les économistes l'expliquent très bien. La Russie a monté toute une flotte de l'ombre. Elle contourne les sanctions, notamment aussi avec la Chine, par des circuits financiers, économiques, des circuits commerciaux qui passent complètement sous les radars. C'est de l'économie souterraine, quasiment internationale, avec la Corée du Nord aussi, avec l'Iran. Voilà, et donc du coup, et puis la Russie a été habituée en fait à contourner les sanctions. Je rappelle que les sanctions datent quand même de 2014, hein, ça fait déjà de nombreuses années. Et puis le pétrole et le gaz, ça s'est mis en place très progressivement, jamais totalement. Donc non, je pense que l'économie russe n'a pas du tout été mise à terre comme on l'avait voulu au début de la guerre. Ça peut être quoi la prochaine étape pour les Européens, Claude Blanchemaison ? Les Américains ont sans doute pris conscience du fait que les Européens tenaient certaines clés de la réalisation du cessez-le-feu, par exemple la levée des sanctions. Et je pense que la prochaine étape, ça va être à nouveau les Américains et les Russes qui vont tenter de négocier, et s'acheminant progressivement vers un élargissement de la table de négociation. D'abord, comment peut-on parler d'un cessez-le-feu en mer Noire sans les Turcs ? C'est les Turcs qui, de par le traité de Lausanne, détiennent la clé des détroits. Ils avaient été à l'origine de l'initiative sur la mer Noire en 2022. Et en plus, ils souhaitaient 2023. abriter eux-mêmes une négociation. Donc je pense que la participation des Turcs à cette négociation est inévitable. La participation de la France et de la Grande-Bretagne, à terme, est inévitable. Et peut-être que le voyage en Chine du ministre français va faire apparaître qu'il y a en effet un truc qui s'appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel il y a des membres permanents qui pourraient peut-être jouer un rôle. Et moi, je crois que lentement mais sûrement, on s'achemine dans cette direction. Et qu'à ce moment-là, eh bien, la table de négociation sera sans doute plus raisonnable. Il y aura les 4 membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui me paraît être la sagesse. Et on verra si les prochaines semaines vous donnent raison. Merci en tout cas à vous 4 d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur France 24.